C'est arrivé pendant votre sommeil? Attentat contre Poutine. Moscou brûle de panique. Les ennemis de l'intérieur sortent de l'ombre, montrant leur force face à l'effondrement total du dictateur. Des millions de dollars pour l'expérience des forces ukrainiennes. L'Ukraine sauve le Moyen-Orient, et pas sans raison. Un accord plus fiable que les garanties de sécurité des États-Unis. Zelensky a déjoué Washington avec brio. Le Japon entre en scène. La bataille contre la Russie a commencé. Kiev triomphe, Tokyo, en ce moment même par ses décisions, déchire l'ennemi en lambeaux. Pendant ce temps, l'élimination de Trump aux yeux de tous. Rubio a planté un couteau dans le dos. Tout ça pour le fauteuil présidentiel? Choc, la Maison-Blanche pressant le changement. Gros scandale en Europe. L'Allemagne étouffe de jalousie face aux drones ukrainiens. Berlin a reçu une réponse cinglante de Zelensky. Tout cela dans notre émission Point d'enfer. Vous devez être les premiers à l'entendre. Le Kremlin est à sec. Les prochains mois pourraient être fatals pour Poutine. Les protestations contre les restrictions d'Internet, ce n'est pas juste du bruit, mais un vrai signal d'alarme. Les ennemis de l'intérieur sont prêts à tout, même à un attentat contre le dictateur. Comment Poutine a franchi toutes les limites et se retrouve maintenant sur le fil du rasoir face à sa propre élite? Nous allons maintenant dévoiler tout ce jeu mortel. Ne le manquez pas. Les protestations contre les restrictions d'Internet sont l'œuvre des élites russes qui préparent un attentat contre Poutine. Les tentatives actuelles de protestation ne semblent mineures et relativement innocentes qu'à première vue. Quelqu'un d'influent est derrière tout ça, peut-être même des gens au sein du Kremlin. Nous connaissons des plans de protestation sérieuses qui pourraient poser problème à nos forces de sécurité. C'est pourquoi nous coupons court à tout cela et pour l'instant ça fonctionne. Et les organisateurs de ces villes manifestations défendront d'abord Internet, puis exigeront la fin rapide de l'opération spéciale. Et plus tard, je n'exclus pas qu'ils organisent un attentat contre Vladimir Vladimirovitch. Je suis sûr que c'est déjà en préparation, a déclaré l'interlocuteur de la chaîne. En fait, les villes manifestations dont parle la source du Kremlin sont des protestations contre les restrictions d'Internet. Ces derniers jours, des gens sont descendus dans les rues de plusieurs villes de Russie. Et ils sont sortis, bien que les actions n'aient été autorisées dans aucune région. Les actions elles-mêmes, il faut l'admettre, ont été peu suivies et rapidement réprimées. Certains organisateurs ont été arrêtés avant même le début. Mais au Kremlin, je le rappelle, il est important de préciser que l'on soutient fermement que les manifestations sont l'œuvre d'ennemis intérieurs, et non à cause d'Internet. Les protestations en Russie concernant la coupure de Telegram sont-elles organiques? Oui, elles le sont. Organiques, parce qu'une partie des gens perçoit cela comme un signal de rupture de leur, contrat social entre le peuple et Poutine. En quoi consiste-t-il au fond? Poutine fait ce qu'il veut, mais il ne touche pas aux Russes. S'il veut faire la guerre à quelqu'un, il ne passe pas par la mobilisation, mais par des contrats. Il recrute des mercenaires d'Asie centrale, du Moyen-Orient ou des clandestins qui travaillent en Russie. L'essentiel est de ne pas toucher aux Russes eux-mêmes. Quant à ces ennemis de l'intérieur qui prépareraient un attentat contre Poutine, il y a là aussi un bémol. Les services secrets russes, et je pense que leurs analystes l'ont bien compris, savent qu'après le conflit au Moyen-Orient, il est fort probable que Trump rendra très probablement visite à Poutine. Comme les Américains l'ont fait avec Maduro, avec le défunt Khamenei en Iran, et même ce qui est arrivé à Assad en Syrie. Cela a commencé à inquiéter sérieusement le président de la Fédération de Russie. Et une fois de plus, il a commencé à se terrer dans ses bunkers encore plus profondément qu'avant. Remarquez qu'après son allocution enregistrée Poutine, le 8 mars, quand il a fait ce discours étrange, eh bien, il n'est plus apparu une seule fois en public. C'est très révélateur des sérieuses craintes qu'il nourrit pour sa propre sécurité. Mais il faut bien rejeter ces craintes sur quelqu'un, n'est-ce pas? On ne va pas les rejeter sur Trump alors qu'il tente de stabiliser leurs relations, tout en espérant profiter d'une levée des sanctions ou d'une hausse des prix du pétrole. Bien sûr que non. Bref, alors que les Russes tiennent des manifs inoffensives, le Kremlin alimente la thèse des ennemis de l'intérieur et nie l'évidence. Les gens sont descendus dans la rue car ils sont mécontents de la politique du Kremlin.
En ce moment, l'Ukraine a devancé les États-Unis et l'Iran, ce qui rend Trump furieux. Le Moyen-Orient est désormais plus proche de Kiev que de Washington. Adieu Maison-Blanche, la file d'attente pour les technologies ukrainiennes est déjà là. Les meilleurs ingénieurs du monde n'ont jamais vu de telles armes. C'est le triomphe des nôtres. Zelensky l'a annoncé officiellement. Ce n'est pas une percée accidentelle. Il ne s'agit pas seulement de garanties, mais d'une refonte totale de la sécurité internationale selon nos termes. Regardons. Au Moyen-Orient, il y a une véritable file d'attente pour les technologies ukrainiennes. Après les visites du président Zelensky, presque tous les pays veulent signer des contrats de défense. On sent une grande bienveillance envers l'Ukraine, nos soldats et notre expérience. Un grand respect pour l'Ukraine et j'en remercie les dirigeants. Des accords ont déjà été conclus. Ce sont des accords historiques. L'Ukraine et l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar. Nous travaillons aussi avec la Jordanie et le Koweït. Il y a déjà d'autres demandes venant de Bahreïn et d'Oman. L'Ukraine a choqué le monde avec ses développements. Et maintenant, les États attaqués par l'Iran, et pas seulement, veulent des drones intercepteurs et des drones marins qui peuvent aider à débloquer le détroit d'Ormuz. On a commencé avec de simples drones marins kamikazes, puis on a créé des drones avec tourelles qui peuvent abattre des hélicoptères, des hélicos. Maintenant, nous avons des drones qui peuvent abattre des chasseurs russes depuis la mer. Nous avons développé des vedettes qui transportent d'autres drones à bord. Il y a aussi des vedettes qui frappent des cibles terrestres depuis la mer. Nous développons des drones plus stables qui peuvent opérer plus longtemps et plus efficacement en mer. Bientôt, et dans un futur proche, nous aurons des systèmes capables d'opérer même dans des conditions océaniques. Nous travaillons aussi activement sur des systèmes sous-marins. Dès maintenant, des experts ukrainiens sont au Moyen-Orient et aident les pays à se protéger contre les Shaheds iraniens. Actuellement, 201 Ukrainiens se trouvent dans la région du Moyen-Orient et du Golfe Persique. 34 autres sont prêts à être déployés. Ce sont des experts militaires. Des experts qui savent comment se défendre, comment aider contre les drones Shahed. Nos équipes sont déjà aux Émirats, au Qatar, en Arabie Saoudite et se dirigent vers le Koweït. Nous coopérons avec plusieurs autres pays. Des accords ont déjà été conclus. Nous ne voulons pas que cette terreur du régime iranien contre ses voisins réussisse. Pendant ce temps, le principal instigateur de la guerre en Iran, Trump, continue de déclarer que l'aide à l'Ukraine n'est pas nécessaire et que l'arme américaine magique s'en sort à merveille. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, Bahreïn, ils sont formidables. Ils étaient armés de missiles, on a ouvert le feu contre eux. Personne n'aurait pu imaginer que ça arriverait. 1400 missiles ont visé uniquement les Émirats. Mais heureusement, ils avaient l'arme antimissile la plus puissante de l'histoire. Le Patriot et tous les missiles ont été abattus. Récemment, 101 missiles ont été lancés sur l'une de nos installations. Ils volaient à 2000 miles à l'heure et chacun d'eux a été abattu et est tombé en mer. C'est une technologie incroyable, personne d'autre au monde n'a ça. Et le fait que Donald Trump ne puisse toujours pas l'admettre et dise sans cesse que Zelensky ne devrait pas aider l'Amérique, que c'est la dernière personne dont on a besoin d'aide, que l'Ukraine n'aide en rien, cela montre une fois de plus l'incompétence, l'arrogance et le décalage de l'homme qui se trouve dans le bureau ovale, qui ne comprend rien du tout aux opérations militaires. Et à quel point cela peut avoir des conséquences profondes et graves pour l'avenir de l'Amérique. Et ce, alors que les missiles américains tant vantés coûtent des millions, tandis que les drones intercepteurs ne coûtent que quelques milliers. Ils utilisent des missiles Patriot à 4 millions de dollars. Il y en a peu. Selon certaines informations, les États-Unis ont utilisé 300 Patriot pour abattre des drones iraniens. Cela représente 1,2 milliard de dollars pour 300 Shahed, alors qu'abattre ces drones avec nos intercepteurs n'aurait coûté que 600 000 dollars. Le monde pourrait apprendre beaucoup de l'Ukraine. On ne comprend pas ce qu'ils ont fait pendant ces 4 années, parce que nous sommes déjà dans une guerre moderne, tant l'armée ukrainienne que l'armée russe. L'armée américaine pensait qu'avec autant de missiles, de forces et de moyens, elle pouvait faire la guerre à l'ancienne. Contre l'Iran qui a d'emblée utilisé la guerre russo-ukrainienne comme terrain d'essai pour ses drones, en vue d'une bataille acharnée au Moyen-Orient. Et c'est bien sûr une histoire très étrange. Bien sûr, toute cette histoire sera aussi un grand avantage pour l'Ukraine. Car les pays du Golfe, restés neutres jusqu'ici, peuvent grandement aider dans la guerre contre la Russie. Et pour l'Ukraine, ce n'est pas seulement une question de prestige et de respect pour notre peuple, c'est une question tout à fait concrète et pratique. Nous exportons notre système de défense, le savoir-faire de nos soldats, les connaissances que possède notre État. Et de la part de ces États, de nos partenaires,
Nous comptons sur une coopération sécuritaire correspondante. Nous avons déjà convenu de renforcer la défense aérienne, de développer ensemble les industries de défense et de coopérer dans l'énergie. Cela concerne en particulier le diesel et d'autres ressources. L'Ukraine s'affirme activement aux yeux du monde entier. Pas seulement comme un État qui compte, mais comme un partenaire fiable sur lequel on peut s'appuyer. Et comme l'expert principal des technologies de la guerre moderne. Le facteur samouraï s'est activé d'urgence. Le Japon entre en jeu ouvertement et réclame les Kourils au Kremlin. Plus de silence. Tokyo n'est plus dans l'ombre, mais est un acteur confiant et influent aux côtés de l'Ukraine. Le tabou est levé sur commande. Des armes japonaises pour les forces ukrainiennes, une nouvelle réalité. Tokyo soutient l'Europe et prépare une véritable révolution technologique. Tout cela pour enfin faire plier Poutine. Qu'est-ce que l'allié a finalement préparé pour la Russie en dessert ? On en parle dans un instant. Vraiment ravi de vous voir. Bienvenue. Content de vous voir. Ravi de vous revoir. La coopération entre l'Ukraine et le Japon franchit un nouveau palier. Ce pays traditionnellement neutre mise aujourd'hui sur la militarisation. Et sans le soutien de Kiev, Tokyo ne pourra tout simplement pas y arriver. Tout a changé l'an dernier avec l'arrivée de la nouvelle première ministre Sanae Takaichi. Cela s'est poursuivi en février 2026 avec la victoire de son parti aux législatives. Et cela s'intensifie en ce moment même, ce qui explique l'intérêt croissant pour l'Ukraine. Le Japon s'intéresse aux approches ukrainiennes de l'usage des drones, tant maritimes qu'aériens. Cela concerne moins les technologies de production que la tactique et l'intégration avec d'autres moyens de combat. Dans le même temps, l'Ukraine accepte de partager cette expérience. Au niveau étatique, des réunions ont lieu à plusieurs reprises, dont la dernière s'est soldée par l'allocation d'un nouveau programme d'aide de 6 milliards de dollars. Il s'agit principalement d'investissements dans notre économie, ainsi que d'armes non létales telles que des transports militaires, des gilets pare-balles, des casques et du matériel médical. Cependant, en parlant de défense, il ne faut pas exclure les systèmes de défense aérienne, à savoir les missiles pour les systèmes Patriot. Le seul pays qui possède une licence pour les produire en dehors des États-Unis est le Japon. Pourquoi ? Parce que le Japon, ils avaient un accord correspondant et en fait, le Japon est un producteur, pratiquement une usine américaine sur le territoire japonais. Les patriotes s'inscrivent parfaitement dans la doctrine japonaise actuelle consistant à ne pas transférer d'armes pouvant détruire les effectifs ou l'équipement de l'ennemi. Cependant, cette règle semble également sur le point d'être enfreinte. En effet, au Japon, la population soutient déjà ouvertement la militarisation du pays face aux menaces de la Chine et de la Fédération de Russie. Et il semble que l'on ait compris que le statut de neutralité éternelle n'est pas une solution. Le Japon a construit 2 porte-avions, a acheté des avions F-35 aux Américains et des missiles pour ces avions. Et les Américains ont fait semblant de croire que, oui, ce n'est qu'un destroyer avec un pont d'envol pouvant accueillir 20 avions sur l'un des navires. Le Japon a réussi à acheter 400 missiles Tomahawk aux Américains en signant un contrat à temps en 2023. Vous savez, un pays exclusivement pacifique et amical, qui dispose de capacités à longue portée. Dans le même temps, les premières tentatives pour atteindre un niveau international de soutien à l'Ukraine, précisément avec des armes, ont déjà été faites. Dans un avenir proche, Tokyo s'apprête à annoncer son adhésion à l'initiative Purell pour l'achat d'armes pour Kiev. Les experts n'excluent pas non plus le transfert direct d'armes accumulées dans les entrepôts. Par exemple, les systèmes M270 MLRS, les obusiers automoteurs italiens FH-70, les canons anti-aériens de type 87, qui ressemblent étrangement aux Gepard allemands. De plus, les Japonais ont leur propre école originale de construction de chars, et les chars restent toujours d'actualité dans les guerres modernes. Le Japon devient également, de toute évidence, un allié solide de l'Europe en matière de production d'équipements. Et étant donné que l'Ukraine est aujourd'hui le fer de lance de l'assemblage de drones, il est évident que Tokyo pourrait également apporter son aide technologique. L'Europe développe actuellement un avion de chasse de 6e génération. Même plus de 5e, déjà de 6e. Le Japon y participe. Parce qu'en ce qui concerne l'électronique militaire, le Japon est entre le 3e et le 5e rang mondial.
Il convient de noter que Moscou réagit de manière extrêmement douloureuse à tous les contacts du Japon avec l'Ukraine et appuie sur le seul levier, les îles Kouriles. Depuis 2022, le Kremlin a déjà annulé l'exemption de visa pour les Japonais et transforme l'archipel en base militaire. Cependant, pendant toute l'invasion à grande échelle et malgré l'aide du Japon à l'Ukraine, cet argument de Poutine n'a jamais fonctionné. Sensation. Trump a été évincé par les siens. Rubio s'empare du siège présidentiel et l'essaie pour lui-même. Les anciens partisans du leader américain ont soudainement choisi un nouveau favori. J.D. Vance perd son statut de successeur de Trump. En revanche, le secrétaire d'État semble prêt à foncer. La lutte pour le pouvoir à Washington s'enflamme de plus belle. Rubio attire l'attention et décide déjà du sort de l'Iran. Choc. Trump a lui-même transmis les rênes du pouvoir à son subordonné. Voyons cela de plus près. Il semble qu'une confrontation sérieuse se prépare outre-Atlantique. Le candidat discret de Donald Trump sort soudainement de l'ombre et devient rapidement l'un des acteurs clés de la lutte pour l'héritage du 47e président. Le taux d'approbation actuel des actions de Trump est au plus bas. En fait, un taux d'approbation aussi bas n'a jamais été vu chez les présidents des États-Unis d'Amérique au cours de leur première année. Sur fond de chute de la cote de popularité de Trump, au sein de son propre mouvement commence une lutte de plus en plus visible pour l'influence, le contrôle et au fond pour l'avenir de tout le camp MAGA. Lors de la conférence d'action politique conservatrice, considérée comme un baromètre de l'humeur de l'électorat le plus fidèle de Trump, les résultats du vote ont montré une dynamique inattendue. Le leader formel reste J.D. Vance avec 53%. Le vice-président J.D. Vance est le favori pour obtenir l'investiture républicaine à la présidence en 2028. Cependant, bien plus importante que sa position est la croissance rapide d'un autre acteur, Marco Rubio, qui a multiplié son soutien par près de 12 en un an, passant de 3 à 35%. De plus, la position de Rubio ne fait pas que se renforcer. Il capte systématiquement un public auparavant considéré comme monolithique, évinçant des idéologues comme Steve Bannon, tout en grignotant une partie du soutien de Vance, qui a longtemps été considéré comme le principal héritier politique de Trump. Nous devons éviter de tomber dans les pièges tendus par nos adversaires. L'administration devrait y réfléchir. Ils essaient constamment de provoquer ces désaccords. Une guerre civile à la Maison-Blanche. Ils essaient de semer la discorde entre, je ne sais pas, le vice-président et le secrétaire d'État. La différence clé est que Rubio agit avec prudence, sans entrer en conflit direct avec Trump lui-même, mais en occupant progressivement l'espace autour de lui, se renforçant là où d'autres ont échoué ou n'ont pu s'imposer. En réalité, Donald Trump monte Rubio et Vance l'un contre l'autre, et cela semble beaucoup lui plaire. Le tournant pour Rubio a été la guerre en Iran lancée par les États-Unis. Depuis le début de l'opération, le secrétaire d'État est devenu le visage de l'administration américaine à l'international. Il informe le Congrès, participe aux émissions dominicales, bâtit des coalitions et lance des ultimatums à Téhéran. J'entends beaucoup dire que nous n'aurions pas d'objectifs clairs. Les voici, vous pouvez les noter. Premièrement, la destruction de leurs forces aériennes. Deuxièmement, la destruction de leur flotte. Troisièmement, la réduction drastique de leur potentiel de missiles et de leurs lanceurs. Et quatrièmement, détruire leurs usines pour qu'ils ne puissent plus produire de missiles ou de drones pour nous menacer. Dans ce contexte, le vice-président J.D. Vance se retrouve dans un rôle bien plus complexe. Il reste le favori de la base du parti, mais semble de plus en plus écarté des processus politiques et médiatiques clés. Selon le Wall Street Journal, Trump compare de plus en plus souvent en privé le potentiel politique de Vance et de Rubio. Officiellement, on présente cela comme des discussions informelles ou une vision d'avenir. Mais en réalité, selon des sources, c'est un test de loyauté et d'influence sur le noyau dur du mouvement MAGA. Trump maintient délibérément le suspense sur son successeur. Il qualifie les deux politiciens de fantastiques. Il imagine un ticket pour les prochaines élections. Vance président et Rubio vice-président, un duo invincible. Mais il s'abstient de toute nomination officielle selon les analystes.
Au sein de MAGA aujourd'hui, ce n'est plus une hiérarchie centralisée et clairement définie, mais bien une compétition, pour définir l'avenir du mouvement après Trump. Si hier le successeur semblait déjà choisi, il est aujourd'hui évident que la lutte ne fait que commencer. L'issue pourrait bouleverser non seulement le Parti républicain, mais toute l'architecture politique des États-Unis. Choc et scandale dans toute l'Europe, ces nouvelles sont tout simplement stupéfiantes. L'Allemagne a traité les drones ukrainiens de jouets. Zelensky a répondu avec brio à ses critiques. Après ces paroles, tout le monde s'est tu. L'Ukraine montre la voie et nos drones mettent déjà l'ennemi en pièces. Les succès parlent d'eux-mêmes. La Russie connaît mieux que quiconque la puissance de nos frappes. L'Europe serait-elle jalouse? Ne manquez pas ça. Des drones fabriqués par des ménagères dans leur cuisine. C'est ainsi qu'Armin Paperger, PDG de Rheinmetall, a décrit les armes ukrainiennes dans une interview à The Atlantic. Interrogé sur les succès de l'industrie de défense ukrainienne, Paperger a critiqué les fabricants de drones. Il a littéralement affirmé que les usines de drones en Ukraine ne sont rien de plus que des ménagères avec des imprimantes 3D dans leur cuisine. Et il semble que de telles déclarations montrent que l'Ukraine peut déjà rivaliser sur le marché, même avec ses propres partenaires. Apparemment, Rheinmetall ressent tout de même une certaine concurrence de la part de l'Ukraine. Bien que, bien sûr, en 2022, 2023 et les années suivantes, la période de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, Rheinmetall a été l'une de ces entreprises militaires qui ont aidé au maximum l'Ukraine dans la défense de son indépendance et de sa souveraineté. Livraison d'armements, d'équipements, de munitions. Rheinmetall, dans toute cette aide venant d'Allemagne et l'aide européenne globale, y a pris une part des plus actives, mais néanmoins, l'Ukraine, ayant toutes les perspectives de développement futur de son complexe militaro-industriel, crée ses modèles d'armement et, parfois, des solutions technologiques qu'il n'est pas possible, aussi étranges que cela puisse paraître, de mettre en œuvre rapidement, même pour des monopoles aussi établis que Rheinmetall. L'année dernière, 3 entreprises ukrainiennes sont entrées dans la liste mondiale des 100 meilleurs fabricants de drones au monde. TAV Drones, Ukrospec Systems et Airlogics. Les drones atteignent leur cible, contournent la défense aérienne et détruisent l'économie. Du plus grand ennemi du continent eurasien, abattent des cibles et continuent de se développer. Et les drones intercepteurs ukrainiens sont désormais demandés tant en Ukraine même qu'au Moyen-Orient. Car même les troupes américaines apprennent déjà auprès des spécialistes ukrainiens comment abattre correctement les cibles ennemies avec des drones ukrainiens. L'évolution des drones change aussi bien la carte tactique que la vision stratégique de la guerre. Les drones ukrainiens ont changé la géographie de la guerre, lançant une nouvelle tendance dans la défense. Il y a certains secteurs dans lesquels nous ne pouvons pas rivaliser. Cependant, progressivement, nous devenons un pays qui peut, non seulement dans une catégorie donnée, concurrencer ses anciens partenaires, et maintenant on peut dire oui, effectivement, c'est concurrent sur le marché de l'armement. Mais nous créons aussi de nouveaux modèles que nos partenaires n'arrivent pas à suivre. C'est-à-dire que nous lançons les tendances. Nous sommes un pays qui dicte actuellement, dans une certaine mesure, on peut le dire, les tendances de développement du complexe militaro-industriel, ces mêmes drones antiaériens ou drones intercepteurs. Il existe d'autres catégories dont on ne parle pas ouvertement, mais où nous sommes les précurseurs. À une telle déclaration du président de Rheinmetall, l'entreprise ukrainienne Skyfall a répondu. Leurs propos sont rapportés par ce même journaliste. S'il suffit d'un drone créé par des ménagères ukrainiennes pour détruire des chars et de l'artillerie, alors il semble que l'ère des ménagères est officiellement commencée. Cette situation n'a pas laissé indifférent Volodymyr Zelensky. Il juge étranges les propos du patron du groupe de défense allemand. Si chaque ménagère ukrainienne peut vraiment fabriquer des drones, alors chaque ménagère ukrainienne peut être PDG de Rheinmetall. Et je félicite notre complexe militaro-industriel ukrainien pour ce haut niveau, et nous démontrons chaque jour le résultat de ces technologies sur le champ de bataille, au sol, dans les airs et, vous le savez, en mer. Je suis convaincu que notre industrie de défense prendra et occupe déjà sa place dans le monde. Concernant les systèmes, certains de nos systèmes, l'approche systémique, je pense que nous sommes exclusifs. Nous sommes les seuls à avoir l'expérience requise. Il a ajouté qu'aujourd'hui, il faut rivaliser non pas par la rhétorique, mais par la technologie et les résultats.
Et l'Ukraine a des résultats? Et nous les voyons chaque jour. Oui, on peut dire ici sans exagération que l'Ukraine est l'un des plus grands producteurs de drones testés au combat éprouvé, ayant passé, appelons cela ainsi, le baptême du feu. Bien sûr, nous avons certains concurrents, dont la Fédération de Russie, qui tentent de rivaliser avec l'Ukraine, mais précisément sur le champ de bataille. Et il y a aussi, par exemple, la Chine, avec un complexe militaro-industriel et des capacités auxquelles les Ukrainiens et même les Russes ne peuvent tout simplement pas se comparer. Mais la nuance est que les produits chinois sont dans la plupart des cas, disons, des produits sur papier non testés dans des opérations de combat réels. Après l'interview de Paperger, qui a suscité un écho tant diplomatique que social, car même les Allemands ont commencé à défendre les fabricants ukrainiens, Rheinmetall s'est excusé pour les propos de son directeur. Ils ont exprimé leur respect pour les Ukrainiens et ont déclaré respecter leurs efforts de défense contre l'invasion russe, surtout avec des ressources limitées. Autrefois, tout le monde était convaincu, même en Europe, que Kiev tomberait en 3 jours. Désormais, Kiev peut rivaliser sur le marché mondial même avec les plus grandes entreprises européennes. Le plan de démilitarisation de Poutine a lamentablement échoué. C'est tout pour le moment. C'était Darina Gutskalo avec vous. Encore plus d'actualités brûlantes dans notre prochain numéro. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime. À bientôt.